L'exposition de 1889, après celle de 1900, l'exposition des arts et techniques de 1937 est ouverte. Parigi. Paris. Oh, Paris. Oh, Paris. Parigi. Oh, Paris. Oh, Paris, c'est là. Parigi. Je monte te voir l'esposition des arts et techniques. Sono venuta per vedere l'esposizione. Ich bin zur Ausstellung gekommen. Oh, I crawled to see the exhibition. Ich venido a ver la exposición. Elle est pas mal, cette exposition. Splendid, I call it amazing. Magnifica questa esposizione. Was für eine Exposition, Knorget. Замечательная какая выставка. Che hermosa, magnifica. Che riuscita. Oh, dis donc, tu parles d'un truc pour du gâteau, c'est du gâteau. Du monde entier, les visiteurs ont afflué à Paris et dans toute la France, apportant le stimulant moral de leur sympathie et de leur enthousiasme, le stimulant matériel de l'argent qu'ils mettaient en circulation. Comme ses devancières, l'exposition de 1937 a souffert des inondations, des intempéries. Comme ses devancières, et sans doute plus qu'elle, hélas, elle a eu ses dénigreurs, ses prophètes de malheur, ses saboteurs. L'exposition, travail des ouvriers, des techniciens et des artistes français, a montré aux étrangers le vrai visage de la France du Front populaire. Un visage clair, simple et souriant. Un visage libre. Le vieil aigle germanique s'est posé tout au haut du pavillon allemand, les ailes ouvertes, prêt à s'abattre sur une proie. Quand le soleil tourne, son ombre cherche à s'étendre sur les pavillons voisins dont les régimes autoritaires ont subi ces derniers temps l'influence nazie de l'axe Berlin-Rome, Portugal, Yougoslavie, Autriche, Roumanie, Japon. Premier effet de l'accord germano-nippon. Pologne, Hongrie, de l'autre côté de l'eau, le pavillon inconnu, c'est-à-dire celui de l'Italie, est situé au bord du fleuve. Il est orné d'une statue géante de M. Mussolini tout nu sur un cheval. Mais, devant la blague parisienne, les architectes ont remplacé la tête de M. Mussolini par celle plus anonyme d'un empereur romain. Les nations démocratiques recèlent plutôt leurs richesses à l'intérieur de leur pavillon. La Grande-Bretagne, flanquée de son grand dominion du Canada, a élevé son pavillon cubique au pied de la Tour Eiffel. Puisse la politique anglaise se modeler sur les lignes droites, franches et nettes de son pavillon. Les États-Unis d'Amérique ont tenu à figurer à cette exposition de Paris. Cette participation est un symbole de la nouvelle politique européenne du président Roosevelt. La jeune République tchécoslovaque, dont l'existence en Europe centrale est menacée par de puissants voisins, a tenu à faire étalage des richesses que l'indépendance de son pays et de son peuple a libérées. Le pavillon de la Belgique, aussi réussi pour l'architecture que pour la décoration intérieure, possède un caractère d'élégance originale et mesurée. Le Vatican a planté sa croix sur la butte du Trocadéro. Elle salue de loin la tour de la paix.
l'Espagne, victime de l'agression et de la guerre civile, offre à la sympathie des visiteurs un pavillon de lutte et de combat pour la défense de la République. Victime de la non-intervention à sens unique, elle affirme sa foi dans la victoire finale du droit, de la justice et de la liberté. Face à l'aigle allemand, un gigantesque couple brille dans le soleil. Pavillon de l'Union soviétique, URSS, symbole d'une jeunesse libre qui n'a jamais connu l'exploitation de l'homme par l'homme, qui lutte pour le progrès humain, qui sait allier l'art à la technique, qui a appris qu'il n'est pas de difficulté que la technique ne puisse vaincre. Symbole d'une nation qui relie la mer Noire à la mer Blanche, la Volga à la Baltique, installe un camp de savants sur le pôle, relie de l'aile de ses avions Moscou à la Californie et au Mexique, par-dessus la calotte glaciaire, d'une nation qui, sous la conduite de Staline, digne continuateur de Lénine, construit sur un 6e du globe le socialisme. Par la sécurité collective, l'Union soviétique tend la main au monde entier. Qui est contre l'URSS est pour la guerre. Contre l'URSS et contre le progrès humain. Les pavillons nationaux, traversons le pont d'Iéna, élargi pour la circonstance, et dirigeons-nous vers la tour Eiffel, qui, portant allègrement son âge et ses 300 mètres, domine toujours Paris.
Elle a déjà enterré beaucoup de ceux qui, lors de sa construction, avaient prédit sa chute avant 3 mois. Il en sera sans doute de même pour les critiques zélés à la solde de l'étranger qui ont voulu défigurer le vrai visage de l'exposition de 1937. Le petit train nous amène au centre des métiers, une des réussites de l'exposition. Ici sont groupés les plus beaux ouvrages des artisans et des artistes français. Céramistes, décorateurs, ferriers, joailliers, selliers, maroquiniers, couturiers, tapissiers, orfèvres, ouvriers du bois ont apporté pour l'émerveillement des visiteurs les produits les plus admirables de leur activité. Le théâtre, la musique, la danse y figurent en bonne place. Traversons encore une fois la Seine. Sur le quai de Tokyo s'élèvent les 2 musées d'art moderne qui sont une acquisition définitive de la ville de Paris pour le plaisir et l'éducation de ses habitants. Pendant l'exposition, l'un d'eux a abrité une magnifique collection des chefs-d'œuvre de l'art français. L'autre, une exposition lumineuse et charmante de la ville de Paris. Amateurs de sensations fortes, le centre des attractions présente sur l'esplanade des Invalides le dernier mot de la technique. Le village français. Descendons lentement la Seine, bordée de différents pavillons dont les masses blanches se mirent dans l'eau du fleuve, habitués aux gris plus voilés des pierres parisiennes et au mazout des péniches. La vedette nous conduit au centre régional où toutes les provinces de France ont réuni les produits de l'art et de la cuisine du terroir.
prétendre à l'ampleur de l'exposition coloniale, le centre des colonies groupe dans l'île des Cygnes les pavillons de toutes les possessions qui constituent la France d'outre-mer. Voici un pavillon que le public n'a pas visité. C'est la garderie des enfants dont les parents travaillent à l'exposition. Lorsque la nuit tombe, l'exposition devient un monde irréel, inondé de feu et de jeux d'eau. Les visiteurs emporteront dans leur pays l'image inoubliable des fêtes de nuit qui ont enchanté le ciel de Paris.